4h30 du matin. La porte d'entrée s'est ouverte avec un déclic. Je me tenais pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine, une main remuant une poêle d'œufs, l'autre berçant mon fils de 2 mois contre ma poitrine. Il venait enfin de s'endormir après des heures de pleurs discrets. Ses petits doigts s'agrippaient au tissu de ma chemise comme s'il avait peur que je disparaisse. La maison sentait le café et le beurre, la routine, tout ce que je maintenais en ordre toute seule. Mon mari est entré sans me regarder, sa veste encore sur les épaules, les yeux fatigués, mais pas de cette fatigue due au travail, celle qui vient d'ailleurs. Il a desserré sa cravate, a jeté un coup d'œil à la table que j'avais dressée pour ses parents, sa sœur, toute la famille qui se réveillerait dans moins de 2 heures. Et puis il l'a dit, divorce. Juste comme ça. Aucune explication, aucune hésitation, pas même de la colère. Juste un mot lâché dans la pièce comme s'il ne signifiait rien. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement resserré mon étreinte sur mon bébé, j'ai éteint la cuisinière et je suis resté là un instant de plus que nécessaire, laissant le silence s'installer entre nous. Puis j'ai bougé. Je suis passé devant lui sans dire un mot, je suis allé dans la chambre et j'ai sorti une valise du placard. La même valise que j'avais utilisée en emménageant dans cette maison il y a 3 ans, croyant bâtir une vie. J'ai fait mes bagages lentement, quelques vêtements, des couches, des biberons, l'essentiel. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surprise. Quand je suis revenu dans le couloir, il était adossé au plan de travail de la cuisine, faisant défiler l'écran de son téléphone comme si de rien n'était. « Où vas-tu » a-t-il demandé d'un ton presque désinvolte. Je l'ai regardé pour la première fois depuis qu'il était entré. Dehors. Et puis j'ai ouvert la porte et je suis parti. Le ciel était encore sombre, commençant tout juste à se fondre dans ce bleu paisible d'avant le lever du soleil. Le monde semblait suspendu, comme s'il n'avait pas encore rattrapé ce qui venait de se passer à l'intérieur de cette maison. J'ai attaché mon fils dans son siège auto, je me suis glissé à la place du conducteur et je suis resté là un instant. Pas de plan, pas de destination, juste une étrange et constante lucidité. Ils pensaient que je partais sans rien. Ils avaient tort. Je m'appelle Camille, et jusqu'à ce matin-là, je croyais faire tout comme il fallait. Je croyais en la patience, au maintien de la paix, au fait d'être présente pour ma famille même quand j'avais l'impression que personne ne l'était pour moi. Quand j'ai épousé Thomas, il n'était pas comme ça. Il était attentionné, responsable, le genre d'homme qui ouvrait les portes et demandait comment s'était passée ma journée. Nous avions construit quelque chose qui semblait solide. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais les choses ont changé lentement, silencieusement. Tout a commencé après notre emménagement temporaire chez ses parents, juste pour quelques mois, avait-il dit, le temps de finaliser les papiers pour notre propre maison. Ces quelques mois se sont transformés en 1 an, puis en 2. Au moment où je suis tombée enceinte, je faisais déjà partie intégrante du rythme de ce foyer. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner, faisais le ménage, aidais sa mère pour les courses, organisais les dîners de famille, souriais face à des commentaires toujours juste assez polis pour ne pas être qualifié de malpoli. Tu as tellement de chance que Thomas travaille si dur. C'est bien que tu sois à la maison. Tu peux t'occuper de tout. La famille passe avant tout, ma chérie. Je me disais que c'était normal. Que c'était à ça que ressemblait le mariage. Thomas rentrait tard plus souvent. Il a cessé de s'intéresser à ma journée, a cessé de remarquer les petites choses, a cessé de me remarquer. Quand notre fils est né, j'ai pensé que les choses pourraient changer. Elles n'ont pas changé. Le fossé s'est même creusé. Les nuits blanches sont devenues ma responsabilité. Les horaires de biberon, les rendez-vous chez le pédiatre, les lessives interminables, tout reposait sur moi. Et pourtant, chaque matin, je préparais le petit déjeuner pour tout le monde parce que c'est ce que j'avais toujours fait, parce que personne d'autre ne le ferait. Il y avait des signes, bien sûr. Des rentrées tardives qui n'avaient aucun sens. Des appels téléphoniques qu'il prenait à l'extérieur, une distance grandissante que je ne parvenais pas vraiment à nommer, mais je les ignorais. Non pas parce que je ne les voyais pas, mais parce que je ne voulais pas briser le peu de stabilité que je croyais encore avoir. Ce matin-là, à 4h30, il l'a brisé pour moi. J'ai conduit sans réfléchir, le doux ronronnement de la route remplissant la voiture tandis que mon fils dormait derrière moi. Les premières lueurs du jour s'étiraient à l'horizon, douces et indifférentes. Je ne pleurais pas.
Je ne paniquais pas. Je me souvenais de chaque instant où je m'étais rabaissé. De chaque fois où j'avais choisi le silence, de chaque part de moi-même que j'avais lentement mise de côté pour garder tout le reste intact. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce que je fais maintenant? La réponse n'est pas venue tout de suite. Mais autre chose a surgi. Une prise de conscience. Je n'étais pas aussi impuissante qu'il le pensait. Je n'étais pas aussi ignorante qu'il le supposait. Et je ne partais pas les mains vides. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir mon fils, paisible, ignorant du monde dont on venait de l'extraire. Je suis là, ai-je murmuré. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de ce qui allait suivre. Et il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Je ne suis pas allé bien loin. Juste de l'autre côté de la ville, dans un petit quartier de banlieue calme où les maisons en pierre de taille étaient anciennes et où les arbres étaient là depuis plus longtemps que quiconque ne s'en souvenait. Je me suis garé devant une maison au volet bleu pâle avec un porche étroit et un carillon qui tintait doucement dans la brise matinale. La maison de Madame Fournier. Elle avait été ma voisine avant mon mariage, à l'époque où je vivais encore dans mon minuscule appartement d'une pièce et où je croyais que la vie s'élargirait, au lieu de se rétrécir. Elle était à la retraite, veuve et bien plus perspicace que quiconque ne voulait l'admettre. Le genre de femme qui remarquait tout, mais ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Quand elle a ouvert la porte et m'a vu planté là, avec un bébé, une valise et des yeux qui n'avaient manifestement pas dormi, elle n'a posé aucune question. Elle s'est simplement écartée et a dit « Entre, Camille ». C'est la première gentillesse que je me suis autorisé à ressentir depuis longtemps. En milieu de matinée, mon fils avait été nourri et dormait à nouveau, recroquevillé dans un couffin emprunté près de la fenêtre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle, projetant de doux motifs sur son visage. L'espace d'un instant, tout semblait paisible. Mais la paix a cette façon d'apporter de la lucidité, et la lucidité apporte la vérité. Madame Fournier a posé une tasse de café devant moi et s'est assise de l'autre côté de la table, croisant les mains comme si elle attendait que je commence. Alors je l'ai fait. Pas de larmes, pas de colère, juste des faits. Il est rentré à 4h30, ai-je dit. Il a dit divorce. C'était tout. Elle a hoché la tête une fois, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Et tu es parti, a-t-elle ajouté. Oui. Un autre signe de tête. Bien. Cela m'a surprise. Vous ne pensez pas que j'aurais dû rester, essayer de parler? Non, a-t-elle répondu fermement, bien que sa voix soit restée douce. Les hommes qui parlent de cette façon ne commencent pas des conversations, Camille. Ils les terminent. Je suis resté avec cette pensée un moment. Cela semblait exact. La vérité, c'est que je m'étais préparé à quelque chose comme ça. Pas consciemment, pas d'une manière que j'aurais admise à voix haute, mais par de petites décisions discrètes au fil du temps. Je m'occupais de la comptabilité avant de me marier. Rien de prestigieux, mais suffisant pour comprendre comment l'argent circule, comment les chiffres racontent les histoires que les gens essaient de cacher. Quand Thomas a commencé à rentrer plus tard, quand les dépenses ont cessé de correspondre comme avant, quand ses explications sont devenues plus courtes et moins convaincantes, je l'ai remarqué. Je ne l'ai pas confronté. J'ai observé et j'ai gardé des copies. Relevés bancaires, documents de propriété, dossiers d'assurance. Rien de volé, rien d'illégal, juste des choses auxquelles j'avais accès en tant que son épouse. Des choses que j'ai choisi de ne pas ignorer. Au début, je me disais que c'était juste pour avoir l'esprit tranquille. Puis, c'est devenu autre chose. Une sécurité silencieuse. Je dois appeler un avocat, ai-je finalement dit. Madame Fournier n'a pas hésité. Elle a fouillé dans un tiroir et en a sorti un petit carnet. Je connais quelqu'un, a-t-elle dit. Il s'est occupé de la succession de mon mari il y a des années. Il est juste. Il ne joue pas à des jeux. Elle a écrit un nom et un numéro qu'elle a fait glisser de mon côté de la table. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'était le moment où les choses devenaient réelles, légales, irréversibles. Camille, a-t-elle ajouté doucement, tu n'es pas obligé de détruire qui que ce soit, mais tu dois te protéger. J'ai hoché la tête. Cette nuance avait son importance. L'appel a été programmé pour cet après-midi-là. Dans les heures qui l'ont précédé,
Je me suis assise près de la fenêtre en regardant mon fils dormir, repassant les 2 dernières années dans mon esprit, non pas à travers l'émotion, mais à travers des schémas. Ce que j'avais manqué, ce que j'avais choisi de ne pas voir. Thomas avait toujours été doué pour les apparences, responsable, fiable, le genre d'homme en qui les gens avaient confiance sans poser de questions. Mais derrière cela, les choses changeaient. Des comptes qui ne correspondaient pas tout à fait à son salaire. Des contributions à la maison qu'il avait toujours présentées comme les siennes. Mais elles ne l'étaient pas. Pas entièrement. Quand nous avons emménagé, j'avais utilisé une partie d'un petit héritage de mon père, en euros sonnants et trébuchants, pour aider à couvrir les rénovations. Ce n'était pas quelque chose dont je parlais beaucoup. Thomas avait insisté sur le fait que c'était temporaire, que nous équilibrerions les choses plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. Et d'une certaine manière, avec le temps, le récit a changé. La maison est devenue la sienne. L'effort est devenu le sien. L'histoire est devenue la sienne. Mais les chiffres n'oublient pas. Et moi non plus. Le cabinet de l'avocat était calme, sobre. Pas de marbre poli ni de décoration intimidante. Juste des étagères, une lumière douce et un homme d'une 60aine d'années qui m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un contact visuel direct. « Camille » dit-il en m'invitant à m'asseoir. « Dites-moi ce qui se passe. » Alors je l'ai fait. Encore une fois, pas de drame, juste des faits. Quand j'ai eu terminé, il s'est légèrement adossé, songeur. « Et vous avez des documents » a-t-il demandé. « Oui. » Je lui ai tendu le dossier que j'avais apporté. Des copies seulement, les originaux sont en lieu sûr. Il les a feuilletés lentement, méthodiquement. Le silence s'est prolongé, mais il n'était pas inconfortable. Il était dans l'évaluation. Finalement, il a fermé le dossier et m'a regardé. « Vous n'êtes pas en position de faiblesse » a-t-il déclaré. Quelque chose a basculé dans ma poitrine. Pas du soulagement. Pas encore, mais une reconnaissance. Tout ceci, a-t-il continué en tapotant légèrement le dossier, raconte une histoire très différente de celle que votre mari s'attend probablement à présenter. J'ai laissé échapper un lent soupir que je ne m'étais pas rendu compte de retenir. Que dois-je faire, ai-je demandé. Il n'a pas précipité la réponse. Nous procédons avec prudence, a-t-il dit. Nous demandons la garde. Nous entamons une procédure de communication des pièces financières. Et surtout, nous ne le sous-estimons pas. Une pause. Parce qu'il vous a déjà sous-estimé. Ce soir-là, de retour chez Madame Fournier, je me suis assise dans le salon silencieux, mon fils endormi à côté de moi, laissant le poids de la journée s'installer. Pour la première fois depuis que j'avais franchi cette porte, je me suis autorisé à ressentir quelque chose de proche de la stabilité. Non pas parce que les choses étaient résolues, mais parce qu'elles étaient enfin en mouvement. Je ne réagissais plus. Je décidais, et cela faisait toute la différence. J'ai baissé les yeux vers mon fils, effleurant doucement sa joue d'un doigt. « Tout va bien se passer » ai-je murmuré. Et cette fois, j'y croyais car, pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre change. J'allais déjà de l'avant. Les démarches administratives ont commencé discrètement. Pas de confrontation dramatique, pas de porte claquée, juste des signatures, des dépôts de dossiers et une série de mesures calculées qui allaient lentement remodeler tout ce que Thomas pensait contrôler. 3 jours après mon départ, mon avocat a déposé une demande de garde provisoire. À la fin de la semaine, nous avons initié l'examen financier. Et à la 2e semaine, Thomas a enfin appelé. Je n'ai pas répondu la première fois, ni la 2e. À la 3e, j'ai laissé sonner un instant de plus que nécessaire, puis j'ai décroché. Camille. Sa voix était tendue, contrôlée, mais en dessous se cachait quelque chose d'inhabituel. De l'incertitude. Oui. Une pause. Où es-tu? En sécurité. Une autre pause, plus longue cette fois. Tu ne peux pas juste prendre mon fils et disparaître. J'ai fermé les yeux brièvement, me stabilisant. Ce n'est pas seulement ton fils, ai-je dit calmement. Silence, puis un changement de ton, plus tranchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de punition? Non, ai-je répondu. C'est une réponse. Il a expiré brusquement, comme s'il essayait de retrouver ses appuis.
Écoute, quoi que ce soit, on peut s'arranger. Tu n'as pas besoin d'impliquer des avocats. Ils le sont déjà. Le coup a porté. Je l'ai entendu à la façon dont sa respiration a changé. À la façon dont ses mots suivants sont venus plus lentement, plus délibérément. Tu réagis de façon disproportionnée. J'ai presque souri parce que cette expression, réagir de façon disproportionnée, m'avait suivi pendant des années. Chaque inquiétude balayée. Chaque question transformée en doute. Chaque instinct que j'avais minimisé. Plus maintenant. Non, ai-je dit doucement. Je réponds de manière appropriée. Et puis j'ai mis fin à l'appel. Le mouvement suivant n'est pas venu de lui. Il est venu de sa mère. Elle s'est présentée chez Madame Fournier à l'improviste 2 jours plus tard, la posture raide, l'expression soigneusement composée quelque part entre l'inquiétude et la désapprobation. Madame Fournier a ouvert la porte avant que je puisse l'atteindre. Oui, a-t-elle demandé d'un ton poli mais inébranlable. Je suis ici pour voir Camille, a-t-elle dit, regardant derrière elle comme si je pouvais me cacher. Madame Fournier n'a pas bougé. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire d'ici. Il y a eu un bref face-à-face. Une femme habituée à être écoutée face à une autre qui n'avait aucune intention de céder. Finalement, la belle-mère a soupiré. C'est inutile, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende. S'enfuir avec un bébé, impliquer des avocats. C'est théâtral. Je me suis avancé alors. Bonjour, ai-je dit d'un ton égal. Elle s'est tournée vers moi, balayant rapidement la situation du regard, notant l'absence d'excuses, le manque de détresse visible. Tu dois rentrer à la maison, a-t-elle dit comme si c'était une évidence. Quel que soit le désaccord que Thomas et toi avez, cela ne nécessite pas tout ça. Ce n'était pas un désaccord, ai-je répondu. Il a demandé le divorce. Elle a balayé l'argument d'un geste de la main. Les hommes disent des choses. Ça ne veut pas dire qu'on démantèle une famille pour ça. J'ai soutenu son regard. Et que voudriez-vous que je fasse? Rester et faire semblant que ce n'est pas arrivé? Son expression s'est crispée. Pour le bien de l'enfant, oui. C'était là. Cette même attente silencieuse sous laquelle j'avais vécu pendant des années. Endurer, s'adapter, maintenir les apparences. J'ai secoué la tête. Non. Le mot semblait simple. Solide. Définitif. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Puis quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la surprise. Tu fais une erreur, a-t-elle dit, sa voix devenue plus froide. Peut-être, ai-je répondu. Mais c'est à moi de la faire. Elle avait l'air de vouloir argumenter encore, mais Madame Fournier a bougé légèrement à côté de moi, un rappel subtil que ce n'était pas sa maison et qu'elle ne contrôlait pas la situation. Après un instant, elle s'est retournée et s'est éloignée. Pas d'au revoir, pas de résolution, juste la réalisation silencieuse que les choses ne se déroulaient plus selon ses attentes. Lorsque Thomas a reçu l'avis officiel, le ton a changé. Fini les appels désinvoltes, fini de supposer que j'allais revenir. À la place, il y a eu des messages. Courts, directs, de plus en plus urgents. Il faut qu'on parle. Ça va trop loin. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je l'évitais, mais parce que j'avais déjà dit tout ce qui devait être dit. Désormais, c'est la procédure qui parlerait. Le premier véritable tournant a eu lieu lors de l'examen financier. Thomas avait toujours géré le récit de façade, son travail, ses revenus, son rôle de pourvoyeur. Mais les documents racontent une histoire plus large. Des comptes qui avaient été déplacés, des fonds qui ne correspondaient pas aux dépenses déclarées, et plus important encore, des contributions qui avaient été négligées. Les miennes. L'héritage que j'avais discrètement investi dans la maison, les comptes communs que j'avais surveillés, les schémas que j'avais retracés au fil du temps. Rien de dramatique, tout était précis. Quand mon avocat a exposé chaque élément pièce par pièce, la réaction de la partie adverse n'a pas été l'indignation. C'était la surprise. Parce que la version de moi qu'ils avaient construite, l'épouse discrète, accommodante et peu impliquée, ne correspondait pas à celle qui était assise en face de maintenant. Et ce décalage a créé un effet de levier. Mais rien de tout cela ne semblait facile. La nuit, quand la maison était calme et que mon fils s'agitait doucement à côté de moi,
le poids de tout cela s'installait. Pas de la peur, pas des regrets, juste de la gravité. Ce n'était pas un jeu. C'était le démantèlement d'une vie que j'avais construite, de rôles que j'avais acceptés, d'une version de moi-même qui ne me correspondait plus. Il y a eu des moments où j'ai tout remis en question. Des moments où je me suis demandé s'il aurait été plus simple de rester, d'arrondir les angles, de retourner à ce qui m'était familier. Mais ensuite, je me souvenais de ce matin-là, 4h30. La façon dont il a dit « divorce », comme si ce n'était rien. Et je savais qu'un retour en arrière n'était pas une option. 2 semaines plus tard, le tribunal a programmé une première audience de conciliation. Rien de définitif. Juste le début d'une procédure formelle, mais c'était suffisant. Suffisant pour modifier l'équilibre. Suffisant pour faire comprendre que ce n'était pas temporaire. Que ce n'était pas émotionnel. Que c'était structurel. Et que ça avancerait avec ou sans sa coopération. La veille de l'audience, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lampadaires s'allumer un par un. Mon fils dormait, sa respiration douce et régulière. J'ai posé légèrement une main sur son dos, m'ancrant dans la réalité. Je ne fais pas ça par colère, ai-je murmuré. Et c'était la vérité. Il ne s'agissait pas de vengeance comme les gens se l'imaginent. Il n'y avait aucun désir de blesser, aucun besoin de détruire, seulement un engagement silencieux et inébranlable à être vu clairement, à être traité équitablement, à ne plus disparaître sous les attentes de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis habillé sobrement. Des couleurs neutres, un maquillage léger, rien qui essaie de prouver quoi que ce soit au-delà de ce qui était déjà vrai. En regardant mon reflet dans le miroir, je n'ai pas vu quelqu'un de brisé. J'ai vu une personne définie non pas par ce qui s'était passé, mais par ce qu'elle choisissait pour la suite. Lorsque j'ai mis les pieds dans ce tribunal, je n'étais plus la femme qui s'était tenue dans la cuisine quelques semaines plus tôt, maintenant tout en ordre en silence. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui comprenait la valeur de sa propre voix, même lorsqu'elle l'utilisait doucement. Et à mesure que le processus commençait, que les premiers mots formels étaient prononcés et que la structure du dossier prenait forme, une chose est devenue indéniable. Il s'était attendu à ce que je revienne, que je me plie, que je m'excuse. Au lieu de cela, j'avais répondu, et cette réponse changeait déjà tout. La salle d'audience du palais de justice était plus petite que je ne le pensais. Pas l'espace immense et théâtral que l'on s'imagine, mais une pièce calme et fonctionnelle où des vies étaient ajustées sur des tons mesurés et documentés dans de piles de dossiers bien rangés. Thomas était déjà là quand je suis entré. Pendant un instant, tout a ralenti. Il avait l'air d'être le même chemise repassée, même posture maîtrisée, mais quelque chose dans son expression avait changé. La certitude avait disparu, remplacée par quelque chose de plus tendu, de plus vigilant. Il ne s'attendait pas à cette version de moi. Je l'ai vu immédiatement. Nos regards se sont brièvement croisés. Il a fait un petit signe de tête comme si nous étions des connaissances nous croisant dans un couloir. Je lui ai rendu son salut. Rien de plus. Ni colère, ni douceur, juste une reconnaissance mutuelle. Nous avons pris place et la procédure a commencé. Ce n'était pas explosif. Pas d'accusation dramatique, pas de voix qui s'élève, juste des faits présentés clairement, soigneusement, et d'une manière qui laissait très peu de place à l'interprétation. Garde, finance, apport, responsabilité. Des mots qui semblaient autrefois abstraits portaient désormais un poids. Des conséquences réelles. Quand mon avocat a pris la parole, il n'a pas exagéré. Il n'a pas attaqué. Il a simplement exposé la chronologie des faits, mon rôle dans le foyer, mes contributions financières documentées et vérifiées, la nature soudaine de la décision de Thomas, la présence d'un enfant de 2 mois au milieu de tout cela. À un moment donné, j'ai jeté un regard à Thomas. Sa mâchoire s'était légèrement crispée. Pas de la colère, mais une prise de conscience, car pour la première fois, l'histoire n'était pas racontée selon sa version. L'examen financier a frappé plus fort que tout le reste. Des comptes qui étaient autrefois flous étaient maintenant passés au crible. Des mouvements d'argent retracés, des certitudes remises en question, et la maison. La maison qui avait toujours été présentée comme sa responsabilité n'était plus si simple. Mon héritage, mon apport personnel, mon investissement silencieux dans ce que je croyais être un avenir commun. Tout a été mis en lumière. L'avocat de Thomas a réajusté sa posture, feuilletant les documents plus rapidement, tentant de recalibrer sa stratégie.
Ce fut le moment où l'équilibre a basculé. Pas de manière spectaculaire, mais indéniable. Après l'audience, Thomas s'est approché de moi dans les couloirs du palais. Sans agressivité. Avec prudence. « Camille » a-t-il dit, la voix plus basse que d'habitude. Je me suis tourné vers lui. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis il a expiré. Je ne pensais pas que tu ferais tout ça. C'était là. Pas des excuses. Pas encore. Juste de l'honnêteté. Je sais, ai-je répondu. Une autre pause. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, a-t-il ajouté. J'ai soutenu son regard. Ce n'est pas comme ça qu'elles ont commencé non plus. Le coup a fait mouche. On pouvait le voir à la façon dont ses épaules se sont légèrement affaissées, comme s'il se délestait d'un poids qui n'avait plus la même importance. Je pensais que tu reviendrais, a-t-il admis. Je sais, ai-je répété. Et je l'ai fait, parce que j'avais passé des années à être prévisible, accommodante, docile. Ça. Ce n'était pas quelque chose à quoi il s'était préparé. Les semaines suivantes se sont déroulées avec une intensité sourde. Pas de dispute, pas de scène en public, juste une avancée régulière, des documents déposés, des plannings ajustés. Des conversations qui n'étaient plus émotionnelles, mais procédurales. Et à travers tout cela, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Le ton a changé, pas complètement, mais suffisamment pour qu'on le remarque. Thomas a cessé d'essayer de contrôler la situation. Il a cessé de tout présenter comme un malentendu. Au lieu de cela, il a commencé à poser des questions, de vraies questions, sur les modalités de garde, sur ce dont j'avais besoin, sur ce qui serait équitable. Ce n'était pas soudain. Ce n'était pas dramatique, mais c'était différent. Ses parents aussi ont commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Sa mère m'a appelé un après-midi. Sa voix était toujours posée, mais plus douce qu'avant. Je ne réalisais pas tout ce que tu gérais, a-t-elle dit. Pas des excuses formelles, mais on s'en rapprochait. Je pensais que les choses étaient équilibrées. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste laissé le silence faire ce qu'il devait faire. Nous aurions dû faire plus attention, a-t-elle ajouté doucement. C'était le maximum qu'elle puisse faire. Et pour l'instant, c'était suffisant. La nuit, quand tout se calmait, je me surprenais à penser moins à ce qui m'avait été enlevé et davantage à ce qui avait été révélé. Pas seulement sur Thomas ou sa famille, mais sur moi-même, ces parts de moi qui s'étaient adaptées trop facilement, la façon dont j'avais confondu l'endurance et la force, les compromis silencieux qui avaient lentement redessiné mes limites. Il ne s'agissait pas seulement de la fin d'un mariage. Il s'agissait de briser un schéma. Un soir, alors que j'étais assise près de la fenêtre avec mon fils endormi dans mes bras, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'étais pas en colère. Pas de la façon dont je m'y attendais. Il n'y avait pas de besoin ardent de vengeance, pas de désir de lui faire ressentir ce que j'avais ressenti. Au lieu de cela, il y avait de la lucidité, une compréhension sereine de ce qui s'était passé et de ce qui devait se passer ensuite. La justice n'avait pas besoin d'être bruyante. Il suffisait qu'elle soit exacte. Les accords finaux ont été conclus lentement. Une garde partagée mais stable. Des finances restructurées avec une équité enfin reflétée sur le papier. La maison n'était plus un symbole de déséquilibre, mais un actif soldé. Rien d'excessif, rien de punitif, juste correct. Et quand ce fut terminé, quand le dernier document fut signé et le divorce officiellement prononcé, il n'y eut pas de moment théâtral, pas de sentiment de victoire, juste un ajustement silencieux, comme si quelque chose de désaxé depuis longtemps avait enfin été remis en place. Thomas a demandé à me voir une dernière fois, non pas pour se disputer, non pas pour négocier, juste pour parler. Nous nous sommes retrouvés dans un petit square à mi-chemin entre nos deux domiciles. En terrain neutre. Notre fils dormait dans sa poussette entre nous, ignorant l'histoire qui se tenait de chaque côté. Thomas avait l'air différent. Pas physiquement, mais dans sa façon de se tenir, moins certain, plus présent. Je n'ai rien vu, a-t-il dit après un moment. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je pensais que subvenir à nos besoins suffisait, a-t-il continué. Je n'avais pas réalisé ce que ça te coûtait. J'ai légèrement hoché la tête,
non pas pour approuver, mais pour accuser réception, car comprendre, même tardivement, avait toujours de l'importance. J'essaie de faire mieux, a-t-il ajouté. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas une solution, mais c'était un commencement. Alors que nous étions assis là, dans le calme, quelque chose s'est apaisé entre nous. Pas une réconciliation. Pas encore, mais quelque chose de plus stable. Du respect. Le genre de respect qui ne vient pas du confort, mais de la vérité. Quand je me suis levé pour partir, je n'avais plus l'impression de fuir. J'avais l'impression d'aller de l'avant selon mes propres termes, avec clarté, avec équilibre, et avec quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, une vie qui reflétait réellement qui j'étais. La première fois que je me suis réveillé chez moi, le silence était d'une nature qui me semblait peu familière, mais pas vide, juste calme. Un petit appartement en location de 3 pièces dans une rue bordée d'arbres. Rien de grandiose. Le parquet grinçait un peu et la fenêtre de la cuisine coinçait si on ne la soulevait pas de la bonne manière, mais c'était chez nous. Chez moi et mon fils. Aucune attente ne guettait dans le couloir. Aucune voix ne mesurait ce que j'avais fait ou pas fait. Juste de l'espace. Je suis resté près de la fenêtre ce matin-là, tenant une tasse de café d'une main et regardant la lumière matinale s'installer sur le quartier. Mon fils dormait dans son berceau derrière moi, respirant doucement, de façon régulière et en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas à affronter la journée. J'étais simplement dedans. La routine que nous avons construite n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Horaire des repas, petite promenade, après-midi tranquille. J'ai commencé à reprendre quelques petits clients en comptabilité. Rien d'écrasant, juste assez pour reconstruire quelque chose qui m'appartenait. Il y avait un rythme dans tout ça. Pas celui que j'avais avant, où tout tournait autour de l'entretien du monde de quelqu'un d'autre. Celui-ci semblait équilibré. Mérité. Thomas a tenu parole. Au début, je m'attendais à de l'inconstance, des visites manquées, des excuses, mais il a été là. Pas toujours avec confiance, pas toujours en sachant quoi faire. Mais il venait. Il a appris à tenir son fils sans avoir l'air hésitant, a appris à préparer un biberon, a appris à s'asseoir dans le silence sans chercher de distraction. Ce n'était pas spectaculaire. C'était graduel, et c'est ce qui le rendait réel. Un après-midi, alors qu'il se tenait sur le pas de la porte après avoir ramené le bébé, il a hésité. « Camille » a-t-il dit. J'ai levé les yeux du petit tas de papier posé sur la table. J'ai réfléchi à tout ça. Je ne l'ai pas interrompu. Je ne m'attends pas à ce qu'on revienne en arrière, a-t-il poursuivi. Je sais que nous n'en sommes plus là, mais je veux m'assurer de ne pas reproduire ces erreurs. Il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix, aucune tentative de remodeler le passé. Juste une reconnaissance sereine de celui-ci. Ça compte, ai-je dit. Et c'était vrai, non pas parce que ça effaçait quoi que ce soit, mais parce que ça prouvait une prise de conscience, celle qu'on ne peut forcer. Ses parents ont aussi repris contact. De façon moins formelle cette fois. Un appel téléphonique, puis une visite. Sa mère s'est tenue sur le pas de ma porte comme elle l'avait fait des semaines plus tôt, mais elle semblait différente. Pas diminuée, juste moins sûre de ses préjugés. J'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit en soulevant une petite boîte. De la soupe maison. C'était simple. Non dit. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Nous nous sommes assises à la table où je travaillais maintenant, là où les affaires de mon fils étaient éparpillées avec la douce et honnête simplicité d'une maison habitée. Elle a regardé lentement autour d'elle. Tu as fait de cet endroit un bel endroit, a-t-elle dit. Ce n'était pas un compliment qu'elle aurait fait auparavant. Merci, ai-je répondu. Il y a eu une pause, puis, d'une voix plus basse, nous n'avons pas vu clair. Aucune explication, aucune justification. Juste ça. J'ai hoché la tête une fois et, pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous parlions d'égal à égal. Pas des rôles, pas des attentes, juste des personnes. Le temps s'est écoulé comme à son habitude, doucement, régulièrement, sans demander la permission. Les semaines se sont transformées en mois. Mon fils est devenu plus fort, plus éveillé. Ses petits sourires venaient plus facilement maintenant, ses yeux suivaient les mouvements, reconnaissant les voix. Il connaissait la mienne. Et il connaissait celle de Thomas.
ça comptait plus que tout. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, pas de moment où tout est reparti à zéro et où nous sommes retournés à quelque chose de familier, car ce n'était pas le but. Ce que nous avons construit à la place, c'était quelque chose de plus calme, de plus vrai. Une coparentalité qui exigeait de la communication, et non des suppositions. Un respect né de la compréhension, et non de l'obligation. Des limites qu'il n'était pas nécessaire de défendre constamment car elles étaient enfin reconnues. Un soir, après une longue journée, je me suis assise par terre à côté de mon fils pendant qu'il jouait avec un jouet en tissu doux, ses petites mains explorant le monde une texture à la fois. La pièce était chaleureuse, emplie du léger murmure de la vie quotidienne. Et j'ai réalisé quelque chose qui s'est ancré au plus profond de moi, sans résistance. Je n'avais pas tout perdu. J'avais laissé partir quelque chose qui ne me convenait plus. Il y a une différence discrète mais essentielle. J'ai repensé à ce matin-là, à 4h30. La cuisine, le silence, le mot qui a tout changé. Sur le moment, ça ressemblait à une fin. Brusque, définitive. Mais ce n'en était pas une. C'était un tournant. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce que j'ai choisi. La force, je l'ai appris, ne ressemble pas toujours à une confrontation. Parfois, cela ressemble à partir sans élever la voix. À prêter attention quand les choses ne collent pas. À se préparer discrètement, non par peur, mais par respect pour soi-même. Et parfois, c'est choisir de ne pas détruire quelqu'un quand on en a enfin l'occasion. Thomas et moi ne racontons pas la même histoire sur ce qui s'est passé. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est ce que nous faisons maintenant. Être présent. Être honnête. Faire le travail que nous n'avons pas fait avant. Non pas pour le passé, mais pour la vie qui continue. S'il y a une chose que j'aimerais que l'on retienne de tout cela, c'est ceci, n'ignorez pas ce que vous avez déjà compris. Ne sacrifiez pas votre lucidité pour acheter la paix. Et ne confondez pas le silence avec de la faiblesse. Car parfois, les décisions les plus silencieuses sont celles qui changent tout. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou que vous essayez encore de comprendre, prenez un moment pour y réfléchir. Partagez-la avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de l'entendre, ou asseyez-vous simplement avec l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour faire un choix différent. Et si vous souhaitez écouter d'autres histoires comme celle-ci, qui parlent de la vraie vie, de choix réels et de la force tranquille qu'il faut pour y faire face, restez avec nous. Fin.